Bonjour, cours de chimie numéro 7, évolution spontanée d'un système chimique, cas de l'oxydoréduction. Donc, dans ce chapitre, on va un petit peu revoir plusieurs chapitres qui ont été vus à la fois en première et en terminale. D'abord, des rappels sur l'oxydoréduction, le vocabulaire pour bien le remettre en place et pas tout mélanger. Et puis deuxième chose, on va réutiliser notre quotient de réaction pour prévoir le sens direct ou indirect d'une réaction. Et puis on va essayer de comprendre finalement ce que c'est qu'une pile électrochimique. Donc rappel sur l'oxydoréduction. Un oxydant est une espèce capable d'accepter un ou plusieurs électrons. Vous vous en souvenez avec le son xe qui est ici, oxydant qui accepte. Le réducteur, c'est l'inverse. Le réducteur est une espèce capable de donner un ou plusieurs électrons. Là, c'est le son de. Le réducteur va donner DD. Un couple oxydant-réducteur, c'est toujours dans l'ordre l'oxydant, le réducteur. On associe à ce couple une demi-équation, un transfert d'électrons. L'oxydant accepte un certain nombre d'électrons, petit n, pour former le réducteur. Une réaction d'oxydation va correspondre à la perte d'un ou plusieurs électrons, alors que la réduction correspond au gain d'un ou plusieurs électrons. Enfin, il y a rarement une oxydation sans réduction, donc on parle d'oxydoréduction, lorsque un oxydant d'un couple réagit avec le réducteur d'un autre couple. C'est exactement comme les réactions acide-base, il faut deux couples différents pour pouvoir réagir ensemble. Alors, comme avec les couples acide-base, vous en aviez certains à connaître par cœur, eh bien, il y a des oxydants réducteurs qu'il faut connaître. Alors, les couples, a priori, ceux-là vous seront redonnés. Par contre, il faut connaître certaines espèces chimiques. Donc, on va commencer par les oxydants. L'eau de Javel, ClO-, oxydant et réducteur Cl-. Donc, on va un petit peu rappeler comment on fait ces équations de transfert. On va mettre ClO- et Cl- de chaque côté de l'égalité. Et puis, il va falloir petit à petit équilibrer cette équation. On commence par équilibrer l'oxygène qui se trouve ici, avec les OH-. Et puis, on équilibre les hydrogènes et on complète avec les électrons pour qu'il y ait autant de charges de chaque côté de l'égalité. Alors cette équation elle est un petit peu compliquée parce qu'elle est avec des OH-, vous avez plutôt l'habitude de voir avec des H+. Le dioxygène, lui aussi c'est un oxydant du couple O2H2O. Ça c'est un des couples de l'eau, il vaut mieux le connaître. Donc O2H2O, 2 oxygènes, donc 2 H2O, 2 fois 2, 4 H+, donc 4 électrons pour ne pas avoir de charge. Le dichlore Cl2, lui aussi, est un oxydant, un désinfectant. Là, l'équation est beaucoup plus simple. Cl2, 2 Cl-, donc 2 électrons. On va passer du côté des réducteurs. L'acide ascorbique, la vitamine C. On parle d'antioxydant dans le langage un petit peu courant. Ça veut juste dire, s'il est antioxydant, c'est donc que c'est un réducteur. Le dihydrogène, à connaître, bien évidemment. C'est un réducteur dont l'oxydant est H+, H2 donne 2H+, plus 2 électrons. Et enfin, celui qu'on va vraiment utiliser dans ce cours-ci, les métaux. Les métaux, ce sont des réducteurs. Ils vont former des ions. Alors le Mn+, pour montrer qu'il y a un certain nombre d'électrons qui sont échangés. On va prendre un exemple très simple. Fe2+, Fe, c'est un couple oxydant-réducteur. Alors justement, à propos de ces métaux réducteurs, pourquoi est-ce que ces métaux sont réducteurs? On va revoir un petit peu des choses sur la classification périodique. Dans vos deux premières colonnes de la classification périodique, vous avez des configurations électroniques ici qui peuvent être incomplètes pour le lithium, complètes pour le calcium, mais qui ont très peu d'électrons. Par conséquent, ces dernières couches externes vont facilement perdre leurs électrons et ça nous donne d'excellents réducteurs puisque c'est la définition même de donner des électrons, un réducteur. Donc ça, ah oui, c'est un petit peu rébarbatif, mais il faut apprendre par cœur les formules associées à eau de Javel,
dioxygène, dichlore, vous allez vous en sortir, d'hydrogène aussi, l'acide ascorbique et les métaux. Voilà, si on fait le tour quand même, ça devrait aller. Alors, transfert spontané d'électrons entre donc l'oxydant d'un couple et le réducteur de ce même couple. Je vous laisserai regarder la petite vidéo tout seul, là, vous allez voir, elle est assez bien expliquée et elle vous montre les différentes étapes d'une réaction particulière qu'on appelle l'arbre de Diane. C'est très très spectaculaire, puis c'est joli aussi. Alors, on vous demande d'identifier les réactifs et d'écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction. On nous montre qu'on utilise un fil de cuivre ici, on en voit encore la partie immergée, non immergée là-haut, et puis une solution qui au départ est parfaitement incolore, qui contient les ions Ag+. Le cuivre, réducteur, va donner des électrons et former Cu2+. De son côté, Ag+, bon oxydant, va récupérer des électrons pour donner Ag. Et vous voyez qu'ici, il y a 2 électrons échangés dans l'une, un seul dans l'autre. Pour écrire l'équation de la réaction, il doit y avoir le même nombre d'électrons échangés par l'un et par l'autre, puisqu'il ne doit plus y avoir d'électrons qui traînent dans l'équation de la réaction. Donc on multiplie celle-ci par 2. Donc on va avoir Cu du côté des réactifs, 2 Ag+, du côté des produits Cu2+, plus 2 Ag. Ou d'ailleurs j'ai oublié 2 Ag, pardon, corrigez-moi, 2 Ag. Et les électrons disparaissent. Alors, cette réaction, c'est très important, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en mettant un thermomètre à l'intérieur, que la température augmente au cours de la réaction. Par conséquent, il y a de l'énergie qui est libérée au milieu de ce transfert d'électrons. Réaction qui libère de l'énergie, c'est du vocabulaire qu'on a vu en seconde, réaction exothermique. Alors ça va être très très important ça. C'est ce qui a permis d'un petit peu construire historiquement, c'est les piles qu'on utilise tous les jours. Parce qu'on s'est dit, c'est quand même bizarre d'avoir des réactions qui produisent de l'énergie et donc finalement, voilà, cette énergie elle est juste perdue par simple échauffement. Et en plus, ce sont des réactions qui permettent d'échanger des électrons. Donc ils ont trouvé un moyen de récupérer cette énergie de cette transformation en même temps qu'ils allaient faire passer ce transfert d'électrons, non pas là au milieu de la solution, on ne sait pas trop comment, mais à travers des fils électriques. Pourquoi ? Parce que des électrons qui se déplacent dans des fils, c'est du courant. Et donc pour ça, il faut forcer ce transfert d'électrons à se faire, non pas par contact direct entre les réactifs, mais par contact de fils extérieurs. Et c'est comme ça qu'on a construit une pile électrochimique. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce schéma de piles électrochimiques qui seront toujours constituées sur le même principe ? On va avoir 2 compartiments séparés pour bien avoir l'un des réactifs d'un côté, l'autre réactif de l'autre. Dans ce compartiment, j'ai placé la lame de cuivre. Ça, c'est mon réactif. Et je l'associe toujours avec son oxydant de son couple. Donc, dans une solution de Cu2+. Et dans l'autre compartiment, je mets les ions argent, c'est eux, je sais qu'ils vont réagir, mais je mets aussi une lame d'argent qui constitue le couple Ag+Ag. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on va provoquer ce transfert d'électrons ? Cu va fournir des électrons. Eh bien, ces électrons de la lame de métal, ils ne peuvent pas passer dans la solution. Des électrons, ça n'existe pas en solution. Donc, ces électrons, ils vont chercher un moyen de s'échapper. Eh bien, ça va se faire par l'intermédiaire de ces fils, pardon, ça me gêne, de ces fils métalliques, et ça va venir jusqu'à l'autre métal ici, Ag. Et au contact de ce métal Ag, il y a des ions Ag+, qui sont accepteurs de ces électrons, et qui donc vont former du métal Ag qui va se superposer directement à cette plaque. Alors si on s'en tient là, en fait ça ne marche pas. Parce que les électrons, ils font ce circuit, mais finalement, circuit qui est ouvert.
C'est pour ça que vous avez au milieu, là, en jaune, ce qu'on appelle un pont salin. Un pont salin, c'est juste des ions qu'on a mis en solution dans un petit tube de verre. Et ils sont là pour faire quoi? Eh bien pour le fermer, ce fichu circuit. Parce que cette fois-ci, je vais pouvoir avoir un circuit totalement fermé. Alors il faut bien faire attention, c'est que dans la partie métallique, ce sont bien des électrons qui circulent. Par contre, à l'intérieur du pont salin, ce sont des sels, ce sont des ions qui circulent. Alors pourquoi? Si je regarde de ce côté-là, Cu2+ est formé. Donc ça voudrait dire que je vais accumuler des ions Cu2+ sans ions négatifs. C'est pas possible. Donc les ions Cu2+, hop, ils vont faire le petit bonhomme de chemin de ce côté-là. Et inversement ici, ça va bien arranger les choses parce que Ag+ disparaît, donc il y aurait un défaut de charge positive. Ça, c'est pas possible. Donc les ions positifs viennent compenser. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'on a rarement que des ions positifs dans un pont salin, il y a aussi des ions négatifs qui vont partir en sens inverse. Dernière chose à voir là-dedans, c'est que on a vu que le transfert d'électrons allait se faire selon ce sens-là. On va pouvoir en déduire le sens, les signes de chacun de ces deux compartiments qu'on va appeler pôles de la pile. Et bien ici, par convention, là où les électrons fuient cette borne, eh bien les électrons chargés négativement fuient la borne négative et au contraire sont attirés par la borne positive qui se trouve de l'autre côté. Donc une pile, ça va toujours fonctionner sur ce schéma-là. Donc je vous laisse compléter les réactions aux électrodes, voilà, c'est exactement ce que j'ai raconté. Et puis l'équation globale de la réaction, c'est la même que l'arbre de Diane. Mais par contre, on a récupéré un courant qui passe dans des fils extérieurs, et donc on a récupéré aussi de l'énergie. Donc le rôle du pont salin, c'est pareil, j'ai expliqué, fermeture du circuit et conserver l'électroneutralité des piles. Pas d'accumulation de charges positives d'un côté ou négatives de l'autre. Dernière chose qu'il faut savoir faire sur le fonctionnement d'une pile, c'est calculer sa capacité. Alors, on va la définir et puis dans un exercice, on verra comment la calculer. Lorsqu'une pile débite un courant, c'est qu'une réaction a lieu dans le sens direct. Quelle relation peut-on écrire alors entre le QR, le quotient de réaction, et la constante d'équilibre? Normalement, si la réaction se fait dans le sens direct, c'est que QR est plus petit que KT, et donc il faut qu'il récupère la valeur de KT. Donc par exemple, si on travaille avec une pile avec une solution de Ag+ à 0,01 mol par litre, et puis l'autre compartiment Cu2+, 0,02 mol par litre, comment on va se calculer le QR? Alors je remets juste l'équation, voilà, qui est au-dessus. Ag est un solide, concentration qui vaut 1. Cu2+ sur C0, puissance 1. Divisé par ce qui se passe du côté réactif, Cu, métal, solide, concentration qui serait égale à 1. Et puis Ag+, attention à ne pas oublier que coefficient stoichiométrique 2. Donc si je remplace, je trouve une valeur de 200. Que je compare à quoi? Que je compare à la valeur de K qui m'a été donnée ici. Vous voyez que clairement, on est très très inférieur à ce 2 puissance 15. Donc la réaction va effectivement avoir lieu dans le sens direct. Et vous voyez que j'ai quasiment mis qu'une simple flèche parce qu'on ne va pas tellement avoir un équilibre, vu la valeur de 2 puissance 15. Par contre, l'équilibre, on va pouvoir l'atteindre si QR devient égal à KT. Et bien ça va correspondre à l'arrêt du fonctionnement de la pile. Pourquoi la pile peut-elle s'user et s'arrêter? Lorsque j'aurai un des deux réactifs ici qui aura disparu. C'est-à-dire que dans mon compartiment, le métal ici, il n'y en aura plus, ou Ag+, il n'y en aura plus. Donc c'est ça, l'usure d'une pile. Ou bien lorsque la réaction atteint son état d'équilibre, c'est-à-dire que QR, ou deuxième faute, égale KT et pas inférieur à KT. Pardon. Donc, définition de la capacité maximale d'une pile, c'est une valeur en coulomb. C'est le nombre d'électrons qui va être échangé, multiplié par le nombre d'Avogadro, et multiplié par la charge élémentaire, le 1,6 fois 10 puissance moins 19, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Donc, nombre d'électrons échangés, c'est un nombre d'électrons qui va s'exprimer en mol et qu'on va pouvoir calculer tout simplement à partir
de l'équation, alors un petit peu plus haut, du transfert qui va se produire ici. Mais ça, on va le faire avec un exercice.